This is Radio Prague, Czechoslovakia. Drazí krajany, transoceánské spojení na krátko. Attention. Radio Prague Internationale. 90 ans sur les ondes. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Tchécoslovaquie, redevenue libre, fait à nouveau entendre sa voix. Les émissions radiophoniques vers l'étranger reprennent d'abord dans les principales langues internationales, ainsi qu'en tchèque pour les expatriés, puis s'élargissent. Au début de l'année 1947, c'est ainsi dans pas moins de 18 langues que la Voix de Prague s'adresse au monde. Et alors qu'avant-guerre, la musique occupait une place centrale dans le programme diffusé, c'est désormais au contenu et au fond que la priorité est donnée. Très vite, les émissions internationales se transforment en un instrument de propagande du nouveau régime communiste, un rôle qu'elles conserveront jusqu'à la révolution de velours en 1989. Zahraniční vysílání je v celé řadě zemí světa. Pour les habitants de nombreux pays du monde, les émissions internationales constituent le seul moyen d'apprendre quelque chose, pratiquement sans risque, sur le socialisme dans les pays socialistes et en Tchécoslovaquie. Elles leur font connaître la position des États socialistes sur les grandes questions internationales, notre soutien à la lutte contre l'injustice sociale, ainsi qu'au mouvement de libération et d'émancipation nationale. Elle porte aussi la vérité sur la communauté socialiste partout où celle-ci est la cible des attaques de la propagande anticommuniste. Confiait l'ancien directeur des émissions internationales Vladimir Vipler dans les années 70. Tenu dans une émission intitulée « Et les années passent », ses propos ont valu pour toute la période allant de 1948 à 1989. Les émissions internationales sont nées du besoin de fraternité humaine, qui était particulièrement important après la Seconde Guerre mondiale. Moi-même, en tant que jeune journaliste, je suis entré aux émissions internationales en 1956. J'ai toujours énormément apprécié de pouvoir réaliser des reportages sur la Tchécoslovaquie, non seulement pour la Tchécoslovaquie elle-même, mais aussi pour des auditeurs lointains. Se souvenait l'écrivain Arnošt Lustig, qui avait commencé sa carrière justement aux émissions internationales. Peu après la guerre, la Tchécoslovaquie s'efforce encore de maintenir une diplomatie ouverte à tous les horizons. Ainsi, lorsqu'en septembre 1946 se tient à Prague la première foire d'après-guerre, de nombreuses délégations étrangères sont présentes. Au micro de Radio Prague, c'est avec enthousiasme que l'économiste et travailliste britannique Hilary Hayder Markand partage son ressenti. I was much impressed by the large crowds who have visited the fair. J'ai été très impressionné par les foules de visiteurs. Cela témoigne du grand intérêt que l'homme ordinaire porte aujourd'hui aux questions économiques. La guerre étant terminée, l'industrie se doit désormais de fournir aux gens à la fois de la nourriture, des vêtements, mais aussi un logement et des distractions. J'ai été heureux de constater que votre industrie textile est de nouveau en mesure de produire des vêtements. Nous pouvons vous vendre autant de coton et de laine que vous en aurez besoin. Et j'espère que plus tard, lorsque notre production augmentera, nous exporterons aussi chez vous nos vêtements et d'autres marchandises. J'ai également été particulièrement intéressé par l'exposition de meubles. Nous vous en avons récemment acheté et nous en sommes très satisfaits. J'espère également que l'été prochain, de nombreux visiteurs de chez vous viendront en Grande-Bretagne. Personne n'y sera plus bienvenu que les Tchécoslovaques. Learn to know one another better and better as the years go by. Les communistes occupaient déjà une position forte à la radio tchécoslovaque depuis la fin de la guerre, et il en allait de même pour les émissions internationales. Après le coup de Prague en février 1948, celle-ci passe entièrement sous la coupe du parti au pouvoir. 18 ans plus tard, l'ancien rédacteur des émissions internationales
Anton Korman se souvient. Je me suis adressé à vous à une époque où ce n'était pas seulement l'océan Atlantique qui sépare nos continents qui était agité, mais le monde entier. C'était après février 1948, lorsque nous, dans la vieille patrie, avons choisi la voie du socialisme. Non plus pour la République tchécoslovaque, mais pour la République socialiste tchécoslovaque. C'était un temps où nous avions juré une amitié éternelle à nos frères russes. Radio Prague commence alors à émettre pour deux mondes différents et s'adresse à chacun d'eux de manière différente. Historien de la radio, Tomáš Pánek poursuit. Une partie des programmes était destinée aux pays de la sphère d'influence soviétique avec pour objectif de renforcer l'amitié sur la base des valeurs socialistes et communistes. On popularisait ce qui était alors appelé les traditions progressistes ou encore par exemple les relations entre ouvriers, tandis que le programme, destiné lui aux pays de l'Europe de l'Ouest et à l'Amérique, avait pour but de compenser la propagande antisocialiste et de convaincre les auditeurs de ces pays d'adhérer aux idées communistes. Le fonctionnement concret de ce système a été décrit pour le projet Pamięć Naroda, en français Mémoire de la Nation, par Bedřich Utitz, ancien chef de la rédaction allemande, puis directeur de la rédaction centrale des émissions internationales. La diffusion d'informations sur la situation en Tchécoslovaquie avait pour but de convaincre l'Allemagne de l'Ouest des avantages du régime communiste en leur montrant ce qui était mieux chez nous. Après février 1948, les émissions internationales servent aussi de placard pour de nombreux journalistes qui, pour des raisons diverses, sont considérés comme peu fiables par le régime. Cette mesure vise les rédacteurs étrangers, mais aussi les participants à la résistance extérieure à l'Ouest ou encore les personnes d'origine juive. À la première catégorie appartenait par exemple Liz London, épouse d'Arthur London, ancien vice-ministre des Affaires étrangères et futur auteur du livre L'Aveu. À la deuxième catégorie appartenaient Bedřich Utitz, Arnold Lustig et surtout Bedřich Geminder, ancien chef du département international du Parti communiste tchécoslovaque, le PCT, brièvement directeur de Radio Prague, exécuté lors du procès truqué du secrétaire général du PCT, Rudolf Slansky. Dans les années 1950, la propagande communiste imprègne l'ensemble des programmes de Radio Prague. Ainsi, lorsque, en 1958, la Tchécoslovaquie commémore le 10e anniversaire du coup d'État communiste, Josef Lukl-Hromadko, théologien évangélique au service du régime, prend la parole sur les ondes des émissions internationales. Je considère aujourd'hui encore ma décision de février prise il y a 10 ans comme l'une des plus importantes et plus justes prises durant ma vie. Que ce soit dans la vie publique ou au sein de mes églises, je suis reconnaissant d'avoir pu participer à ce travail de diffusion d'une juste compréhension de ce qui s'est passé. Lors de mes voyages à l'étranger, j'ai été confronté à de nombreux préjugés et j'ai toujours considéré que ma mission principale était d'expliquer le sens des événements ainsi que la nécessité, la justesse et l'inéluctabilité de ce que nous avons entrepris en février 1948.
Lorsqu'en 1960, la radio tchécoslovaque est placée directement sous l'autorité du comité central du Parti communiste tchécoslovaque, l'influence de l'idéologie se renforce encore davantage, comme en témoignent certains des programmes diffusés. Radio Prag spricht für Österreich über Kunst und Kultur. Wie würde die Welt aussehen, wenn Hitler gesiegt hätte? Das war die Preisfrage unserer Enquête. En 1962, par exemple, des sondages sont réalisés auprès des auditeurs sur des thèmes tels que « Mon expérience du colonialisme » ou « À quoi ressemblerait le monde si Hitler avait gagné ». L'émission qui concluait ce sondage a été conservée dans les archives de ce qui est aujourd'hui la radio tchèque. Outre des extraits de lettres d'auditeurs, elle comprend également une adaptation dramatique de la nouvelle « Le dernier Allemand » de Ladislav Mládčo. Celle-ci décrit une réalité alternative dans laquelle les nazis ont gagné la guerre et où les nouvelles lois raciales sont si strictes que même Göring et Goebbels n'en sont plus satisfaits. Une machine cybernétique découvre également qu'Adolf Hitler lui-même possède des ancêtres juifs. So ein Gigant! Und dennoch... La plupart du temps, nous recevions des documents en tchèque qui nous étaient imposés et que nous étions chargés de traduire en espagnol. Quant à nos propres textes, ils étaient contrôlés par une équipe chargée de veiller à leur conformité avec la ligne éditoriale exigée. Exprimer notre opinion personnelle à l'antenne était donc pratiquement impossible. Nous recevions aussi des textes déjà traduits, prêts à être diffusés. Ce n'était rien d'autre que la ligne officielle du parti, et qu'il s'agisse des Anglais, des Portugais, des Latino-Américains ou d'autres nationalités. Toutes les rédactions devaient s'y conformer, et pour ceux qui s'en écartaient, eh bien, les conséquences étaient claires. Se souvient Antonio Casado, qui a commencé à travailler à la rédaction espagnole à la fin des années 60. Aquí, Radio Praga, Tchécoslovaquie. Zastavme se právě zde, v prvním patře budovy Československého rozhlasu. Arrêtons-nous ici, au premier étage du bâtiment de la radio tchécoslovaque, là où se trouvent les rédactions des émissions internationales. Lorsqu'on parle dans le monde d'échange d'informations, c'est précisément l'activité des émissions internationales tchécoslovaques qui, chez nous, représente l'une des rares contributions efficaces et reconnues à cet objectif. 365 jours par an, 35 heures et demie par jour, dont 11 langues, retentit l'annonce « Ici Radio Prague, Tchécoslovaquie ». Les émissions internationales tchécoslovaques réagissent rapidement à l'actualité nationale et internationale. Elles s'adressent directement aux auditeurs de pays lointains et à des systèmes sociaux différents. Elles popularisent les principes du socialisme que sont la coexistence, la paix et la justice sur notre planète. Vzájemného soužití míru a spravedlnosti na naší planetě. Rapporte ainsi des actualités cinématographiques datant de 1961. Outre les grandes langues internationales comme l'anglais, l'espagnol ou le français, Radio Prague émettait également dans des langues plus rares comme l'arabe, le sorabe, le suédois ou même l'espéranto. Lorsque, en 1961, le cosmonaute soviétique Yuri Gagarin s'envole pour l'espace, toutes les rédactions linguistiques lui consacrent une large place. Une émission en arabe de cette époque a été conservée dans les archives. On y entend notamment des morceaux qui, comme l'annonce le présentateur, avaient été composés par des artistes soviétiques pour célébrer le lancement de l'engin spatial. Lorsque aujourd'hui, peu avant 9h, la radio tchécoslovaque a annoncé que les scientifiques soviétiques avaient lancé un vaisseau spatial en orbite autour de la Terre avec un homme à son bord, une vague indescriptible d'enthousiasme a traversé toute la République.
La radio tchécoslovaque a interrompu ses programmes habituels pour se consacrer à cet événement grandiose. Heure après heure, la voix de Youri Gagarin a retenti dans les bulletins d'information. La télévision tchécoslovaque a elle aussi interrompu ses programmes réguliers et diffusé des images du premier cosmonaute après son retour sain et sauf sur Terre. Dans les usines, les ouvriers ont interrompu le travail pour se rassembler autour des postes de radio. De grandes foules se sont réunies devant l'ambassade soviétique à Prague pour exprimer leur joie. Des milliers de télégrammes, de félicitations ont été envoyés de Prague à Moscou et des dizaines de milliers de citoyens tchécoslovaques ont levé leur verre aujourd'hui en portant ce toast. À votre santé, Youri Alexeyevitch Gagarin, santé. Youri Alexeyevitch Gagarin. La manière dont Radio Prague s'adressait aux auditeurs étrangers était très soigneusement pensée. Un prêtre catholique s'adressait par exemple aux Tchécoslovaques expatriés aux États-Unis, tandis que dans les commentaires politiques destinés aux auditeurs d'Amérique latine, seuls des hommes prenaient la parole. Aux femmes étaient réservés les sujets plus légers. Eva Manetova, qui a travaillé à la rédaction portugaise pendant plus de 30 ans, se souvient. La répartition des rôles entre les hommes et les femmes était très intéressante à la rédaction latino-américaine. Dans les années 80, on menait des campagnes expliquant qu'ici, à l'Est, les droits de l'homme étaient parfaitement respectés, alors qu'à l'Ouest, ce n'était pas le cas. Et à la rédaction latino-américaine, ces sujets étaient préparés par des hommes, des rédacteurs tchèques. C'étaient les penseurs, tandis que les femmes, de leur côté, s'occupaient des programmes de divertissement. En y repensant, cela avait sa logique pour l'Amérique latine, car si une femme avait proclamé ce genre d'idées de manière trop agressive, personne ne lui aurait probablement prêté attention. Pour être rédacteur à Radio Prague, plusieurs qualités étaient requises, comme l'expliquait en 1975 le directeur des émissions internationales de l'époque. Ce que nous exigeons d'eux, c'est avant tout un niveau politique relativement élevé. Ils doivent être capables tout à la fois de s'orienter dans les relations internationales et de comprendre notre politique intérieure. Il leur faut également bien connaître le pays ou la région auquel ils s'adressent. Nous devons être conscients du fait que, en fonction de la région du monde dans laquelle ils vivent, les gens n'ont ni la même mentalité, ni nécessairement le même niveau d'éducation. Il existe aussi des influences concrètes d'ordre historique. En résumé, il y a tout un tas de choses qu'un rédacteur des émissions internationales doit connaître, en plus de ce que tout rédacteur digne de ce nom est censé savoir. Parfois directe, la propagande était d'autres fois, au contraire, beaucoup plus discrète, dissimulée derrière des reportages sur la vie quotidienne. Entrée dans les années 60 à la rédaction francophone, dont les émissions étaient destinées spécialement à l'Afrique, Pavla Jazairova se souvient de cette particularité. J'ai assez vite obtenu ma propre émission qui s'appelait Rencontre des jeunes. Je parlais avec les gens et réalisais des reportages. Bien sûr, il s'agissait de propagande en faveur de la Tchécoslovaquie socialiste. Mais personnellement, je ne m'en rendais pas vraiment compte dans le sens où je faisais ce que je voulais. Évidemment, il y avait de la censure. Il y avait toujours quelqu'un pour relire les textes avant leur diffusion. Je me souviens d'une anecdote amusante. Il y avait au sein de notre équipe un Sénégalais qui avait préparé une émission sur Noël dans laquelle il disait que dans la Tchécoslovaquie socialiste, l'enfant Jésus était accueilli dans les plus beaux palais comme dans les pauvres masures. C'était drôle et étonnamment, la censure a laissé passer le mot masure. A to přešlo, no, ku podivu. Mais en règle générale, la censure était vigilante et rigoureuse. L'immense majorité des textes étaient produits par une rédaction centrale que les employés des émissions internationales se contentaient de traduire dans leurs langues respectives. Et aucune émission n'était diffusée en direct.
Une partie des informations provenait de cette centrale, tandis qu'une autre partie était choisie en fonction de ce que nous semblait intéressant ou nécessaire. Certaines informations étaient donc imposées et nous avions pour ordre de les diffuser. Après la diffusion de chaque émission, les journalistes chargés des informations, qui restaient jusque tard dans la nuit, devaient remettre ce que l'on appelait une chemise. Il s'agissait de tous les sujets diffusés durant la journée, rangés ensemble. Ces chemises étaient remises à des agents de contrôle. À côté des studios se trouvait un bureau où 2 responsables vérifiaient le contenu de nos programmes. Se rappelle ainsi Ivana Vanderkova qui est entrée à Radio Prague en 1980. Karel Vichs, qui a lui aussi travaillé pour la station, poursuit. Lorsque l'on rédigeait une information, le texte tchèque était très important car il était ensuite traduit dans les différentes langues de diffusion des émissions internationales. La feuille comportant l'information était amenée à un guichet pour qu'elle puisse être tamponnée. Le censeur ou l'inspecteur, comme on l'appelait, lisait le texte, y apposait son tampon et ce n'est qu'ensuite que je pouvais le distribuer aux différentes rédactions. Il y avait à la fois une censure et une autocensure. La combinaison de ces 2 éléments donne un porte-voix du régime. C'est comme ça que les choses fonctionnaient à l'époque. Observe Václav Richter, rédacteur de longue date du service francophone. La censure cherchait aussi à se vanter de sa vigilance et de sa rigueur. Et autour de 1957, elle a organisé une exposition pour montrer tout ce qu'elle avait retenu. Des articles, des pages entières de journaux, des photos. À mon grand effroi, ils avaient même retenu l'un de mes commentaires sur les événements en Hongrie. Se souvenait Richard Zeman. Quiconque était visé par la censure était exposé à de sérieux ennuis. Bedřich Utic témoigne de son expérience personnelle. Je me souviens d'une réunion dans le bureau du directeur général de la radio tchécoslovaque, Karel Hoffmann, où étaient assis les représentants de toutes les principales rédactions et où l'on écoutait les émissions qui étaient considérées comme étant problématiques. Il y avait là bien sûr aussi des représentants du comité central du parti. Ce jour-là, il était question d'un commentaire sur Willy Brandt, le maire de Berlin, qui jouait alors un rôle important dans la politique active de rapprochement entre l'Est et l'Ouest. J'avais rédigé un commentaire plutôt positif à son sujet. La conséquence de cette semaine-là a été que 6 rédacteurs en chef ou leurs adjoints ont été virés de la radio avec effet immédiat. Tandis que les émissions étaient diffusées exclusivement en différé, les bandes magnétiques étaient effacées au fur et à mesure, puis réutilisées. C'est la raison pour laquelle peu d'enregistrements des émissions internationales ont été conservés. Parmi les exceptions que l'on trouve aujourd'hui dans les archives figure, par exemple, un commentaire datant de 1979 du journaliste Karel Šimon, diffusé dans le cadre d'une émission appelée Parole vivante, et dans lequel il réfléchit à un thème très actuel à l'époque, la formation de l'homme socialiste. Le caractère et la morale de l'homme nouveau ne se forment pas spontanément. La conscience socialiste et la morale socialiste de l'homme naissent dans la lutte quotidienne pour accomplir les tâches concrètes de la construction d'une société nouvelle et dans le combat contre les influences de l'idéologie ennemie et de l'ancienne morale bourgeoise. Cela exige naturellement une direction réfléchie dans les domaines économiques, politiques, culturels et éducatifs,
afin d'éviter les rechutes dans les défauts et les survivances de l'ancienne société en voie de disparition. A v zápase za mírové podmínky práce a života ve světě. Déclamait-il à l'attention des compatriotes tchécoslovaques vivant à l'étranger. Toutefois, les émissions internationales ne diffusaient pas non plus uniquement de la propagande dans le monde. De temps à autre, des paroles simples et profondément humaines trouvaient leur place également. Comme ce message adressé par un certain Joško Rybar de Detva, en Slovaquie actuelle, à son ami Martin Adamec, vivant lui aux États-Unis pour Noël en 1964. Quand tu reviendras, nous parlerons ensemble, car nous nous sommes un peu perdus de vue. J'ai vieilli, et toi aussi sans doute également. Mais si tu viens, je te fabriquerai une très belle fuyara qui produira un son semblable à celui que tu as entendu à la radio. Nous jouerons et chanterons ensemble comme autrefois lorsque tu parcourais Detva avec moi du fond du cœur. Je te souhaite à toi et à ta famille de joyeuses fêtes et un bon retour à Detva quand nous nous retrouverons.